Bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler 25 minutes de comment l'étude de la variabilité génétique et épigénétique de population nous apprend à mieux comprendre la façon dont nous, les humains et les populations humaines, se sont adaptés génétiquement à l'environnement et aussi comment on peut répondre aux changements de l'environnement via des modifications épigénétiques. Tout en particulier, mon laboratoire s'occupe de comprendre différentes forces démographiques, génomiques, mais tout en particulier des forces sélectives, la sélection naturelle, comment la sélection naturelle, et tout en particulier celle exercée par les pathogènes, a influencé la diversité du génome humain qui, à son tour, va influencer la diversité phénotypique, que ce soit au sein d'une population donnée ou entre populations différentes. Et pourquoi les pathogènes et pourquoi les maladies infectieuses? Tout d'abord, parce que les maladies infectieuses ont été une cause de mortalité majeure tout au long de notre histoire. En gros, jusqu'à hier, d'un point de vue évolutif, fin 19e, début 20e, l'espérance de vie de la population était très faible. Et de deux, parce que la réponse immunitaire, c'est un trait phénotypique variable entre individus et populations, et on essaye de comprendre le pourquoi de cette variabilité, les causes, que ce soit génétique, épigénétique ou environnementale, et aussi les conséquences de cette variabilité de la réponse immunitaire par rapport aux différentes susceptibilités ou vulnérabilités qu'on observe aujourd'hui, par rapport pas seulement aux maladies infectieuses, mais aussi toutes les maladies qui découlent d'un problème du système immunitaire, c'est-à-dire immunité, allergie, inflammation. Donc, ces deux modèles, l'immunité d'un côté et les maladies infectieuses et les pathogènes, nous permettent déjà de disséquer les effets de la sélection naturelle sur le génome, dans ses différentes formes et intensités, comme on va voir, d'évaluer les interactions génotype-environnement. Dans ce cas-là, environnement, c'est l'infection. Et le but ultime serait d'identifier de la variabilité phénotypique sous contrôle génétique et des mécanismes qui ont participé à une meilleure adaptation à l'environnement pathogénique. Donc, je vais vous présenter 3 exemples assez récents des travaux de mon laboratoire. Et je vais commencer par l'adaptation génétique de l'hôte humain, dans ce cas-là, suite aux pressions exercées par les pathogènes. Donc, un des objectifs du laboratoire, essayer de mettre en lumière ce que la nature déjà a fait à notre place, c'est-à-dire comment les différents types de sélection naturelle ont laissé des signatures moléculaires dans nos génomes. Tout en particulier, on identifie et on distingue les effets de la sélection purifiante, ce sont des chromosomes avec plein de mutations neutres. La sélection purifiante va purger les mutations ici en noir comme des effets délétères. Un gène sous sélection purifiante ou un gène sous contrainte sélective va accumuler très peu de variabilité fonctionnelle, donc les gènes qui sont sous très forte contrainte sélective vont être plutôt impliqués dans des maladies sévères, rares et mendéliennes. Des gènes qui ne peuvent pas bouger, et donc quand il y a de la variabilité, c'est une variabilité souvent associée à des phénotypes sévères. Et on essaye de distinguer les signatures qui laissent la sélection purifiante avec les signatures qui laissent la sélection positive, qui n'est pas autre chose qu'on revient au passé, plein de mutations neutres, une mutation rouge dans ce cas-là, et la mutation rouge va conférer un effet avantageux. Par exemple, une meilleure protection contre le paludisme. Donc cette mutation va augmenter en fréquence dans la population pour éventuellement arriver à fixation. Donc, comment on a appliqué ce type de scan de sélection naturelle? On l'a appliqué récemment sur l'immunité innée dans son ensemble. Dans les dernières 10 ans, on avait beaucoup travaillé sur différentes familles de gènes de récepteurs de l'immunité innée, les récepteurs de type TOL, les NOT et autres. Mais on a voulu prendre profit du projet 1000 génomes chez l'homme pour annoter les différents gènes, environ 1500, qui sont impliqués dans différents modules de l'immunité innée, c'est-à-dire la première ligne de défense contre les pathogènes. Et on va des récepteurs ou des senseurs plus généralement, ceux qui vont reconnaître que quelque chose d'étranger, de pathogénique
et rentrer dans notre corps ou qui vont simplement maintenir l'homéostase, jusqu'à finalement des molécules d'adaptateurs ou des effecteurs. Tout d'abord, on s'est intéressé à la détection donc de contrans sélective, sélection purifiante, et ce qu'on a pu montrer, c'est que les gènes de l'immunité innée évoluent sous un contrant sélectif plus fort que le reste du génome. Ceci nous a permis aussi d'identifier le 1% des gènes de tous les génomes impliqués dans l'immunité innée qui montreraient des signatures de contrans sélectifs le plus fort, et donc ce seraient des gènes qui assurent des fonctions dans l'immunité ou autres essentielles et non redondantes. Ce seraient aussi des gènes dont la variabilité dans ces gènes, comme je viens de vous dire, serait impliquée dans des phénotypes sévères. La preuve de concept que ces gènes-là sont impliqués dans des phénotypes sévères, que c'est deux d'entre eux pour lesquels on connaît les conséquences cliniques des mutations dans ces deux gènes, mutations dans TRAF3 et STAT1, ont été impliquées dans l'encéphalite herpétique, dans la susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes et en général dans d'autres infections graves chez l'enfance, notamment suite à l'infection virale ou bactérienne. Ce qui soutient l'hypothèse que des mutations dans des gènes qui sont très contraintes sont plutôt impliquées dans des maladies sévères mendéliennes. Après, on a cherché des signatures de sélection positive, autrement dit, de la variabilité fonctionnelle différemment distribuée entre populations humaines, et on a pu identifier un groupe de gènes de l'immunité innée qui montrerait de la variabilité fonctionnelle avantagée chez les Africains, chez les Européens et chez les populations asiatiques de l'Est. Cette méthode nous a permis pas seulement de dire tel gène, comme par exemple CD36, est avantagé dans la population africaine. Dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a une mutation fonctionnelle qui protège contre le paludisme à Plasmodium falciparum. Mais notre méthode nous permet aussi de prédire pas seulement les gènes, mais les mutations que sont plus probablement les mutations responsables de la signature de sélection positive. Encore une fois, la preuve de concept qu'on est en train d'identifier des choses fonctionnelles, c'est que pour la moitié de ces gènes-là, sur la base des études d'association génome entier, on a pu vérifier qu'ils ont déjà été associés à différentes susceptibilités aux maladies inflammatoires et auto-immunes. Et après, on s'est dit, vu qu'on travaille ici sur la sélection positive, c'est-à-dire l'adaptation génétique de certaines populations à leur environnement, on a voulu dater le moment où la variabilité génétique dans ces gènes a été avantagée. Donc, par une méthode bayésienne, on a pu dater la tranche d'âge dans laquelle la plupart des événements d'adaptation génétique s'est produit, et on tombe sur une tranche entre 6 000 et 13 000 ans, ce qui coïncide avec la période dans laquelle les populations ont commencé à faire la transition d'un mode de vie nomade chasseur-cueilleur et qu'ils ont adopté l'agriculture, la domestication des animaux, et ce qui soutient encore une fois que cette transition majeure dans l'histoire de l'homme a modifié considérablement la relation de l'hôte humain avec les pathogènes. Et enfin, pour ce premier exemple, on a voulu aussi évaluer dans quelle mesure les gènes de l'immunité innée présentent plus ou moins d'origine néandertalienne dans nos génomes, donc des hommes et des femmes modernes, que ceux que la moyenne du génome présente. On sait aujourd'hui qu'on s'est mélangé entre il y a 30 000 et 50 000 ans en Europe et en Asie avec l'homme de Néandertal. Et si on scanne nos génomes d'aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, on a entre 2 et 6% de nos génomes provient de cette mélange avec l'homme de Néandertal. On sait que ces 2 à 6%, c'est une moyenne. Et on sait que si on scanne le génome, il y a des régions de notre génome qui présentent zéro origine néandertalienne, mais ça a été publié qu'il y a des régions du génome et certains gènes en particulier qui peuvent présenter jusqu'à 64% d'origine néandertalienne. Donc, ce qu'on a voulu savoir, c'est dans quelle mesure les gènes de l'immunité innée présentent plus ou moins d'origine néandertale que le reste du génome. Et ce qu'on a vu, c'est que aussi bien chez les populations européennes que chez les populations asiatiques, on trouve plus d'origine, des haplotypes d'origine néandertale chez les gènes de l'immunité innée que dans le reste du génome.
On a pu identifier environ 80 gènes différents pour la plupart en Europe et en Asie qui présentent les taux d'introgression néandertale les plus élevés du génome, qui peut aller jusqu'à 70. Et certains étaient connus sur des études gènes candidats, comme le cluster des gènes OAS impliqués dans la réponse antivirale, mais on a identifié d'autres gènes de notre génome qui présentent un pourcentage d'origine néandertale très élevé, comme le cluster TLR1 610, certains interférons de type 1 et certains gènes impliqués par exemple dans la réponse antivirale, notamment contre la grippe ici. Ici, c'est juste pour vous montrer un exemple de comment la région de TLR1, 6 et 10, chaque ligne ici, vous ne voyez pas, mais c'est un individu. Vous voyez certains individus dont le gène TLR1 en particulier est couvert de ces haplotypes bleus que sont ceux qu'on a hérités de Néandertal. Donc, jusqu'à là, ce qu'on fait, c'est identifier des signatures moléculaires de la sélection naturelle, donc de l'adaptation génétique. Mais la prochaine étape, c'est se dire dans quelle mesure ces signatures de sélection naturelle influencent des phénotypes. Des phénotypes, que ce soit des phénotypes ultimes, comme organismiques, mais comme modèle, on étudie déjà pour l'instant des phénotypes moléculaires, c'est-à-dire l'expression génique. Et tout en particulier, on s'intéresse à l'expression génique des gènes impliqués dans la réponse immunitaire, dans quelle mesure on va avoir des profils d'expression génique différents entre nous, et comment ces profils d'expression génique des gènes de l'immunité innée, des gènes de notre système immunitaire sont sous contrôle génétique, que ce soit sous contrôle génétique en cis, comme ici, juste une mutation, qui va avoir une influence sur la quantité de gènes qui est transcrit, ou en trans, c'est-à-dire comment une mutation va agir sur l'expression d'un gène, qu'à la fois l'expression de ce transcrit-là aura un effet sur l'expression d'un autre gène indépendant d'un point de vue physique. Tout en particulier, ce qu'on fait, c'est du mapping de EQTL, c'est-à-dire des traits quantitatifs d'expression. Et ici, vous avez juste un exemple de comment un génotype va influencer l'expression ici d'un gène. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est ce qu'on appelle les EQTL de réponse ou les EQTL d'interaction. C'est-à-dire, ici, vous avez un génotype. Ce génotype n'a pas d'influence sur l'expression du gène à l'état basal, mais ce même génotype aura une influence sur l'expression du gène suite à un stimulus environnemental. Dans ce cas-là, c'est l'infection, mais ça peut se faire avec la radiation ou avec le traitement avec une drogue. Donc, pour essayer d'éclaircir un peu le niveau de variabilité de la réponse immunitaire et le contrôle génétique de ceci dans les populations humaines, il y a quelques années, on a commencé un projet sur 200 individus, 100 d'origine européenne et 100 d'origine africaine, tous habitant en Belgique, pour essayer de minimiser en tout cas l'exposition environnementale. Et on a étudié leurs monocytes comme système modèle de la réponse immunitaire et que leurs monocytes, on les a activés avec différents ligands des voies TLR, donc les voies TLR1, 2 et TLR4 plutôt impliquées dans les réponses antibactériennes, la voie TLR7, 8 plutôt impliquée dans les réponses antivirales, et aussi on a utilisé comme modèle de pathogène entier le virus de la grippe. On a défini le niveau de variabilité d'expression génique à niveau génome entier, aussi bien évidemment à l'état basal que suite à l'infection ou la stimulation immunitaire. Et comme on a caractérisé l'architecture génétique de ces 200 individus, on a procédé au mapping de EQTL. Donc, première chose qu'on a vue, c'est que les niveaux de variabilité de l'expression génique sont principalement, sur cette analyse en composant principal, expliqués par la réponse suite à l'infection par le virus de la grippe, que vous voyez ici. Les couleurs représentent les différentes conditions et l'intensité des couleurs, c'est les deux différentes populations. Donc en gros, les plus clairs sont les Européens et le violet ici, les plus foncés, sont les Africains. On voit que la plupart de la variance de l'expression génique, je disais, est expliquée par la différence entre l'expression suite à l'infection virale par rapport aux cellules non stimulées.
Et le deuxième axe de cette analyse en composants principales expliquerait plutôt les différentes activations des voies TLR1, 2 et 4 ici, et TLR7, 8 dans cette partie du cadran. On a pu aussi identifier des groupes de gènes qui vont avoir une tendance, un comportement semblant. Suite, par exemple, ici, on voit un groupe de 900 gènes qui vont réagir de la même façon qu'on active les différentes voies TLR. Ou par exemple ici, un groupe d'environ 1200 gènes qui seront spécifiquement abrégulés suite à l'infection par le virus de la grippe. La prochaine étape, toute cette variabilité, que ce soit suite aux différents ligands de l'immunité innée ou les différences entre populations, dans quelle mesure c'est sous contrôle génétique. Donc, comme je vous disais, on est passé au mapping des EQTL sur les 12 000 gènes qui sont exprimés dans les monocytes, environ la moitié, leur niveau d'expression est sous contrôle d'une mutation en 6 du gène. Dans certains cas, ce contrôle génétique de la variabilité d'expression des gènes est partagé, comme vous voyez ici, quelle que soit la population ou le stimulus immunitaire ou infectieux qu'on utilise. Mais dans certains cas, on a identifié environ 2000 gènes d'ailleurs, qui, leur expression dépend de ce qu'on appelle une réponse EQTL, c'est-à-dire un génotype, comme vous voyez ici, que ce soit en Europe ou en Afrique, qui n'a pas d'influence sur l'expression de ces gènes-là à l'état basal, mais le génotype va être associé à une différence de réponse suite à l'infection par le virus de la grippe d'une façon spécifique. On a identifié aussi certaines mutations qui ont une action et qui contrôlent la réponse immunitaire en trans, c'est-à-dire comment une mutation, comme par exemple ici dans le gène TLR1, va être associée à l'expression d'environ 100 gènes en trans. Dans ces cas-là, c'est une mutation qui est associée à une diminution drastique de l'activité NF-κB, et cette seule mutation-là va expliquer la réduction de l'expression d'un groupe de gènes impliqués dans la réponse inflammatoire. Cette mutation-là est spécifique des Européens et est associée à un avantage sélectif d'une diminution de la réponse inflammatoire suite à l'activation de la voie TLR1. Enfin, on a voulu aussi comprendre dans quelle mesure toutes ces différences qu'on trouve, évidemment, je vous passe les détails, de gènes de l'immunité innée qui montrent une réponse différentielle dépendant de la population d'origine, Afrique ou Europe, dans quelle mesure la réponse différentielle sous contrôle génétique a participé à une meilleure adaptation de ces populations à leur environnement. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les mutations qui expliquent les différences de réponse entre ces deux populations-là montrent des signatures de sélection positive, ce qui soutient l'hypothèse que cette différenciation des réponses immunitaires Afrique-Europe sont dues, en tout cas partiellement, à une adaptation respective de chacune à son environnement. Ceci nous a permis aussi d'identifier certains mécanismes et certaines voies de signalisation dont la variabilité génétique a conféré un avantage adaptatif, et notamment des mécanismes indépendants qui confèrent un avantage adaptatif pour réduire la réponse inflammatoire aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et enfin, pour cette deuxième partie, on a pu aussi voir que les mutations régulatrices de l'expression génique sont enrichies en origine néandertalienne, surtout suite à l'infection virale, que ce soit la voie TLR7-8 ou l'infection par le virus de la grippe. Ici, c'est juste un exemple d'un haplotype dans le gène PNM1 qui est présent à 34% de fréquence chez les individus d'origine européenne, qu'on a hérité, comme vous voyez ici, plus c'est rouge, plus c'est un haplotype d'origine néandertalien, qu'on a hérité de l'homme de Néandertal, et c'est un gène qui est impliqué dans la reconnaissance d'une protéine du virus de la grippe. Ce qui nous a permis de proposer que cette mélange avec l'homme de Néandertal a introduit des mutations régulatrices de l'expression génique dans les génomes d'origine européenne d'aujourd'hui, qui influencent préférentiellement les réponses antivirales.
Donc pour terminer, les 6 dernières minutes qui me restent, je voudrais partager avec vous aussi comment l'homme peut se, je ne veux pas dire adapter, mais peut répondre à des changements d'environnement via l'épigénétique. La marque épigénétique qu'on utilise comme modèle, c'est la méthylation de l'ADN. Pourquoi? Parce que ça fait un peu le lien avec ce que je viens de vous raconter sur la transcription et l'expression génique, parce qu'on sait que la méthylation de l'ADN a une influence, en tout cas active ou passive, on ne sait pas très bien encore, mais on a une influence sur l'expression génique. On sait que la méthylation de l'ADN est d'une part influencée par différents facteurs environnementaux, la nutrition, l'exposition aux polluants et aussi l'environnement social. Mais on sait aussi que cette marque épigénétique, la méthylation de l'ADN, peut être aussi sous le contrôle de la variabilité génétique. Et là, on parle des QTL de méthylation. On savait très peu sur le niveau de variabilité à niveau de la méthylation de l'ADN entre populations humaines. Il y avait juste 3 études qui avaient comparé des populations cosmopolites et en plus avec comme matériel de base des cellules immortalisées. Donc nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est quel est l'impact relatif d'une part de la variabilité génétique sur la séquence de l'ADN, sur le profil de méthylation de notre génome, mais d'autre part, comment les changements de mode de vie ou d'habitat vont avoir eux aussi une influence sur les profils de méthylation de l'ADN. Et pour cela, on a étudié un peu un terrain sur lequel on travaille en étroite collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle depuis environ 10 ans, que c'est l'Afrique centrale. Et pourquoi l'Afrique centrale? Parce que là, on trouve des populations qui sont des chasseurs-cueilleurs, qu'on connaît sous le nom de pygmées, qui sont nomades, et leur mode de vie historique, c'est la chasse et la cueillette, mais leur habitat toujours actuel, c'est la forêt équatoriale. Tandis qu'on a les agriculteurs, c'est-à-dire des gens comme nous, sédentaires, qui basent leur mode de vie sur l'agriculture, et que leur habitat, c'est soit des habitats urbains, soit des habitats ruraux. Ces 2 groupes de populations, on a travaillé d'un point de vue génétique, je vous disais, les dernières 10 ans, donc on connaît très bien et leur architecture génétique et le niveau d'interaction et des échanges génétiques qu'il y a eu entre eux. Mais ici, ce qui nous intéressait, c'était savoir comment varie leur épigénome, et en tout en particulier leur profil de méthylation de l'ADN. Donc ce qu'on a fait, c'est comparer 2 populations d'agriculteurs, ici, qu'ils partagent tout, c'est-à-dire le même mode de vie historique, l'agriculture, la même génétique, et la seule chose qui distingue ces 2 populations-là, c'est leur habitat. Ceux-ci habitent dans des milieux urbains ou ruraux, tandis que ceux-là habitent dans un milieu forestier. Et donc ça nous donne accès aux différences de méthylation, ça, c'est les sites différentiellement méthylés, que seraient dus que au changement récent d'habitat. Tandis que si on compare cette comparaison-là, c'est le contraire. Là, on a homogénéisé l'environnement, tout le monde habite en forêt, et ce qui distingue ces 2 groupes de population, c'est que le mode de vie historique, agriculteurs et chasseurs-cueilleurs, et leur génétique, tout en partageant le même environnement, c'est-à-dire forestier. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les différences d'habitat récents ou les différences historiques en mode de vie, d'un point de vue quantitatif, ont presque le même impact sur le méthylome. Environ 5000 sites différentiellement méthylés ici qui seraient dus à ce changement récent d'habitat, urbain versus forestier. Il y a environ 4000 qui seraient dus aux différences historiques entre être chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. En revanche, quand on regarde qui sont ces gènes-là, on voit que les fonctions qui sont impliquées sont complètement différentes, tandis que les changements récents d'habitat ont principalement affecté le niveau de méthylation des processus impliqués dans l'immunité, c'est-à-dire cette urbanisation récente aurait touché principalement le profil de méthylation de l'ADN relié au système immunitaire. Les différences historiques entre
entre ces deux groupes de population, agriculteurs et chasseurs-cueilleurs, aurait touché principalement des fonctions reliées au développement. Et on sait qu'une des phénotypes, d'ailleurs, qu'on voit ici, qui distingue principalement les chasseurs-cueilleurs, pygmées et les agriculteurs, c'est la taille. Et enfin, ce qu'on a montré aussi, que tandis que les différences de méthylation de l'ADN, ici en jaune, qui sont dues à des changements récents d'habitat, sont déplétées en contrôle génétique, les différences de méthylation qui seraient le témoin des différences historiques entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs sont enrichies en mutations qui vont être associées, mutations c'est-à-dire des changements dans ce cas-là, dans la séquence de l'ADN, qui vont être associés à une différente méthylation entre les chasseurs-cueilleurs et les agriculteurs. Et ces mutations qui sont associées à des différences de méthylation montrent aussi des signatures de sélection positive, ce qui nous a permis de proposer un modèle dans lequel, quand il y a un changement environnemental, on va pouvoir y répondre, que ce n'est pas à s'adapter, mais y répondre avec un système beaucoup plus rapide et flexible, c'est-à-dire des changements de méthylation, donc des changements épigénétiques, comme une sorte de façon d'attendre qu'une mutation génétique, un changement dans la séquence d'ADN va arriver et va être finalement impliqué dans la fixation du phénotype adaptatif. Et comment on continue maintenant? Donc en gros, on continue à étudier des populations humaines avec différents types de vie et dans différents environnements, et on essaye de les caractériser à niveau génome entier, que ce soit aussi bien le génome en tant que tel, mais aussi différentes marques épigénétiques, et on relie ces facteurs génétiques ou épigénétiques au phénotype immunitaire de ces populations, que ce soit phénotype immunitaire comme l'exemple que je viens de vous donner d'expression génique, mais aussi des phénotypes cellulaires, c'est-à-dire la variabilité qu'il peut y avoir entre nous en termes de différents types de cellules immunitaires qu'on a dans notre sang, lymphocytes, B, T, monocytes, etc., et des phénotypes plus organismiques comme certains traits ou maladies. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et je remercie les gens de mon équipe à l'Institut Pasteur, aussi bien que nos collaborations et les agences de financement. Merci. Merci beaucoup. Vous acceptez 2 petites questions? Alors, qui a 1 et 2? Monsieur. Bien sûr, ce que vous avez dit, la dernière partie de votre exposé me touche beaucoup parce que nous sommes intéressés, comme vous savez peut-être, aux effets du niveau de vie. Mais alors, ce n'est pas forcément simplement l'urbanisation par rapport à la vie rurale sur un phénotype fonctionnel qui est celui des maladies allergiques et auto-immunes. Alors, ce qu'on observe là, c'est que il y a, en fonction du niveau de vie, et c'est très net pour, évidemment, quand il y a l'augmentation du niveau de vie par rapport à l'urbanisation, qui se traduit quand même par ça souvent, on va augmenter la fréquence des maladies allergiques et auto-immunes. Alors, il y a une région que je vous conseille, si vous ne la connaissez pas, c'est la Carélie, comparée à la Finlande, où c'est la même origine ethnique, simplement d'un niveau de vie extrêmement différent, avec des différences de fréquence de la maladie allergique ou du diabète qui va de 5 à 6 fois, simplement à 100 km de distance par rapport, et ceci en fonction du niveau de vie. Ça serait passionnant de regarder la méthylation chez ces deux populations, mais peut-être cela a été fait, je ne sais pas. Tout à fait, juste pour compléter et répondre, même si ce n'est pas en question, parce que ce qui nous intéresse tout en particulier, ce n'est pas seulement l'adaptation génétique, mais c'est la maladaptation. On s'est adapté à certaines choses au passé qui ne sont pas nécessairement les mêmes choses qu'on trouve aujourd'hui. Il y a différentes études, ça, vous le connaissez bien mieux que moi, qui montrent que certains gènes et certaines mutations qui ont été avantagées au passé, et les mêmes mutations sont celles qu'aujourd'hui sont responsables des maladies inflammatoires et auto-immunes. Une autre question? Madame Ledoirin.
si elles se transmettent de la manière, si elles sont fixées et caractéristiques de populations qui se sont séparées à un moment donné, ça veut dire qu'elles sont héréditaires. En principe, les marques épigénétiques sont rasées au moment de la fabrication des gamètes. Voilà. Sauf si la marque épigénétique, dans ces cas-là, un profil de méthylation de l'ADN, lui-même est sous contrôle de la génétique. Imaginez que vous avez une mutation à côté dans un promoteur, et cette mutation va altérer la fonction d'un enzyme impliqué dans la méthylation. Et donc, dans ces cas-là, c'est là que la définition de l'épigénétique devient floue, parce que ça devient héréditaire. Et c'est ce qu'on voit sur des différences historiques. En effet, oui. C'est ce qui m'a frappé dans votre papier. Merci.